Donc la Nuit des ours s'engage donc pour la mémoire et c'est ce dont on va parler avec Anne de Saint-Sauveur tout de suite, mais surtout avec Philippe Oevrard. Bonjour. Bonjour, merci. Donc c'est un plaisir d'être là. Vous arrivez tout juste de Trélézeau, c'est ça? Tout à fait, oui. On a fait, grâce à Anne et son compagnon Hans, on a refait le chemin qu'avaient fait les secours de Valorcine. On est monté à Trélézeau. Moi, c'est quelque chose que j'attends depuis de longs mois, depuis que je suis en relation d'abord épistolaire et puis ensuite physiquement avec Anne. Et j'ai rencontré Dominique Ancet hier soir. Et donc voilà, il y a beaucoup d'émotions. J'imagine, puisqu'on ne l'a pas encore dit, on ne l'a pas annoncé à nos auditeurs, mais vous êtes donc le petit-fils de Ruben et Lily Albrecht. Oui, tout à fait. Oui. Donc, pour préciser, qui étaient ces gens? C'était peut-être Anne, tu peux nous raconter leur histoire? En deux mots. Donc c'était un couple de Berlin, mais un couple européen, puisque lui était allemand, elle était anglaise, de l'élite berlinoise, sociale, culturelle, très ouverts sur l'Europe. Ils étaient en France, en Angleterre, etc. Ils étaient juifs. Qu'il faut évidemment préciser. Et dès janvier 33, février 33, ils ont compris qu'il fallait fuir. Ils ont compris le danger de la dictature nationale socialiste et ils ont fui d'abord en Belgique. De Belgique, donc ils avaient déjà un bébé, Harry, et puis Janine, qui se trouve la maman de Philippe, qu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Et sa maman est encore en vie et je l'ai revue encore le mois dernier. Donc c'est extrêmement touchant pour nous tous, pour Philippe, mais aussi pour nous qui faisons cette enquête historique. De Bruxelles, ils sont partis se réfugier à Chamonix, où ils ont vécu de 40 à 42. Et c'est après le tournant de la rafle du 25-26 qu'ils ont pris conscience qu'il fallait absolument fuir en Suisse. Et malheureusement, ils s'y sont pris un peu tard. Ils sont partis le 27 septembre et ils se sont fait prendre par le mauvais temps, par la neige. Ils ont été pris par la neige au Buet. Ils ont fait un itinéraire extrêmement difficile qui est passé par les chalets de Villy, le col de Salenton, le Buet. Et de là, ils ont été tellement épuisés qu'ils ont demandé à redescendre. Ils ont redescendu donc dans la vallée de Trélézeau jusqu'au glacier de Trélézeau. C'est ce parcours mémoriel qu'on a fait aujourd'hui dans l'autre sens. Et puis malheureusement, donc il y a une équipe de secours qui est partie, le jeune pasteur qui avait organisé le passage est venu chercher à l'hôtel du Buet. Du coup, c'est pour ça que ce lieu est tellement symbolique pour nous. Il est venu frapper en pleine nuit et c'est Jarnaine Chamel qui l'a ouverte, elle qui a été nommée juste plus tard. Et donc le jeune pasteur a pu réveiller dans la nuit plusieurs guides, 10 à 12, et on a 5 ou 6 noms de guides qui sont partis dans la nuit. Et la particularité de cet hommage, après c'est Philippe qui va parler, mais c'est très important que ce soit lui qui parle, mais on a aussi des descendants de 5 membres de l'équipe de secours qui vont être là, des petits-enfants aussi, on en est à la génération des petits-enfants, puisque les 42, et donc il y a à la fois des historiens, historiens, et aussi des témoins ou des descendants des acteurs de l'époque. Voilà. Vous, en fait, vous avez comme mené une enquête pour retrouver les descendants de ce couple et des secouristes. Dominique Ancet et moi-même avions été frappés par le fait que nous avions un acte de décès de Ruben et Lily Albrecht à la mairie de Valorcine et que personne n'était jamais venu. Personne de la famille, ni n'était venu au cimetière, ni n'était venu demander quoi que ce soit de cet acte de décès, de l'original de l'acte de décès. C'est de là dont on est parti et on a mené toute une enquête. Et l'idée a été à la fois de travailler dans les archives françaises, suisses, allemandes, mais aussi de retrouver des descendants. Et donc l'année dernière, on a retrouvé un premier descendant, et puis ensuite Philippe, voilà. Et donc Frédéric est venu l'année dernière, et cette année c'est Philippe. Donc on a un des enfants des deux orphelins. Voilà. Donc vous, c'est la première fois que vous revenez ici, en fait, sur ce chemin de la mémoire. Alors, non seulement moi je connaissais Valorcine parce que je savais que c'était à côté de Chamonix, mais ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est assez intéressant à dire, et puis et l'émotion aussi que j'ai par rapport à ça, c'est qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette histoire familiale était totalement tue. C'est-à-dire que moi,
mon arrivée à Valorcine, là pour le festival, c'est un petit peu la conclusion d'un fil que moi je tire depuis des années sur des recherches généalogiques, de comprendre certaines choses. En fait, cette histoire familiale qui a percuté la grande histoire de l'Europe, hein, la Seconde Guerre mondiale, puis après la migration, l'errance, etc. Ça, c'était une histoire qui était totalement tue dans la famille. Comme beaucoup de familles, après la guerre, on ne parlait pas de ça. En plus, il se trouve que les grands-parents n'ont pas survécu, mais il y a plein d'autres. Certains ont survécu et ils ont vraiment tiré un trait sur l'Europe. Et ils ont immigré. Certains au Canada, certains en Argentine, et c'était vraiment, je pense que leur désir, c'était de tirer une croix sur ce passé très douloureux et de refaire une nouvelle vie. Et donc, moi, quand j'étais gamin, on parlait absolument pas de ça, quoi. Et tout ça, je l'ai découvert en tirant un fil, avec l'aide de certaines personnes de ma famille qui étaient un peu la mémoire de la famille et qui m'ont donné des pistes. Mais je me suis vraiment retrouvé comme un détective, hein, à tirer des fils. Et la finalité, grâce à Anne et à Dominique, de me retrouver ici et de me retrouver en plus invité en tant que témoin familial, mais aussi en tant que musicien, parce qu'il se trouve que je suis musicien. Voilà, donc c'est ce dont on va parler. Bravo, bravo, quel bel enchaînement. Donc, puisque oui, pendant ce festival de la Nuit des Ours va s'organiser cet hommage, et proposer cet hommage. La date exacte, c'est le 6 août à 18h30. Voilà, à l'hôtel du Buet. Donc ça commencera à 18h30 avec une présentation de cet hommage. Pourquoi cet hommage? Avec vous, Anne de Saint-Sauveur, qui est historienne, Dominique Ancet, qui est responsable du patrimoine. Voilà, vous allez évoquer le parcours dont vous nous avez dit quelques mots juste à l'instant. Ensuite, à 19h30, de 19h30 à 21h, il y aura un repas à l'hôtel du Buet que vous pouvez réserver aussi sur Hello Asso. Et ensuite, à 21h15, je crois, derrière l'hôtel du Buet, donc il y aura Anemoya, un voyage photographique et musical. Donc qu'est-ce que c'est Racontez-nous, Philippe, puisque vous êtes, vous avez conçu ce spectacle. Oui, tout à fait. Alors il se trouve que moi je suis musicien de métier depuis toujours. Hein, j'ai fait le métier. J'ai fait de l'opéra, enfin voilà, j'ai vraiment fait le métier, mais il se trouve qu'à un moment donné, mes recherches généalogiques et familiales ont percuté une envie de travailler la musique un peu différemment. Et en fait, toutes ces informations que j'ai eues autour de cette culture juive d'Europe centrale et séfarade, parce que mon père est d'origine séfarade, toute cette culture que j'ai redécouvert en tirant ce fil, enfin, en tirant plusieurs fils, il se trouve que ça a été pour moi un espèce de folklore imaginaire que j'ai reconstitué et ça a nourri en fait mon activité de musicien et de compositeur. Et comme la musique, c'est quasiment toujours des rencontres, hein, parce qu'on fait rarement la musique tout seul, c'est pas très drôle. J'aime bien faire la musique à plusieurs. Il se trouve qu'il y a une grosse association dans la région où je vis en Sud-Ardèche, et il y a une grosse association dans la région de Montélimar qui s'appelle Présence Photographie, qui m'a proposé de travailler sur l'image, ce que je n'avais jamais fait. Et une fois qu'on a dit ça, c'est pas si facile que ça, parce que travailler sur l'image, bon. Associé à votre musique, donc. Voilà, parce qu'ils connaissaient ma musique, parce que j'ai d'autres projets, j'ai d'autres activités que Anemoya, évidemment. Ils m'ont présenté une photographe qui s'appelle Anna Puch-Rosado, et en discutant très rapidement, on a découvert qu'on avait une histoire familiale faite de cette migration et cet exil. De cet exil. C'était un hasard, mais est-ce qu'il y a des hasards, ça c'est un autre sujet. Je ne crois pas. En tout cas, Anna a des origines ukrainiennes et des origines espagnoles. Donc, et on s'est dit, mais en fait, ça va être ça, en fait, le fil conducteur de ce projet. Comme en plus Anna est une formidable photographe voyageuse et qu'elle a parcouru le monde avec son appareil photo, dans des conditions très routes, à pied, en bus, en train, etc. On s'est dit, mais voilà, le fil conducteur de ce spectacle, ça va être l'errance, le voyage, mais le voyage mental, le voyage sur place, grâce à la musique et aux photos d'Anna. Donc on a trouvé ce fil conducteur, et en plus, j'ai pu, grâce à Anna et Jean-Michel Souris, qui est le deuxième complice musicien,
qui est un vieux compagnon de route que j'ai tout de suite... qui sera là aussi. Hein. Bien sûr, que j'ai tout de suite intégré dans ce spectacle. En fait, grâce à eux deux, ils m'ont donné l'autorisation. Ça a été aussi... ça s'est fait pas d'un seul coup, hein, ça a été des résidences de plusieurs semaines, etc. Hein. On a eu une aide de la DRAC, une aide à la création pour monter ce spectacle. On a fait plusieurs résidences et j'ai introduit des photos de famille en fait, de l'époque, qui sont des photos... De vos grands-parents donc. Mais pas que, de la famille Albrecht, la famille Baron. Anne en a parlé, c'était des juifs d'origine russe. Donc il y a aussi des photos qui de temps en temps ponctuent un peu le spectacle. Un peu, moi j'ai vu ça, en plus il y a un motif musical à chaque fois dans ces photos en noir et blanc. C'est les seules, des photos des années 20, des années 30. Et pour moi c'est un peu les fantômes qui ressurgissent dans ce spectacle pour nous faire des petits clins d'œil. On est là, on est aussi des passeurs, on est des gens de l'errance, de la migration. On a en nous cette espèce d'ADN. Moi il y a une phrase que j'adore, on a des racines, mais on a surtout des jambes. Pour marcher. Voilà, donc c'est ce que ça raconte, si ça raconte quelque chose, ce spectacle avec de la musique et un espèce de parcours photographique, mais mise en scène sur la musique. C'est pas un diaporama qui passe comme ça. Hein. Non, mais j'imagine. Il y a une conception, il y a toute une mise en scène des photos. Oui, c'est un concert. Donc, voilà, c'est un concert visuel. À 2 musiciens ? 2 musiciens, plus un 3e musicien qui est dans les photos. C'est Anna. C'est Anna, parce qu'Anna est aussi musicienne. Pas du tout, non, quand je dis qu'elle est musicienne, c'est qu'elle fait de la musique avec l'image. C'est un vrai trio, en fait. Ouais. C'est un vrai trio. Il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi quelque chose qui nous a paru très parlant et qui fonctionne très bien. Il y a des petits textes, sans musique, sans rien, qui ponctuent le spectacle et qui parlent de l'errance, mais d'une façon ni politique, ni didactique, ni d'une façon un peu poétique. Et c'est une façon à nous aussi de dire aussi que l'immigration, l'errance, fait partie de l'histoire de l'humanité et qu'on est toujours, nous, autour de la Méditerranée, notamment confrontés à l'errance et à la migration et qu'il ne faut pas l'oublier et que ça serait bien que les Européens aient la mémoire de ce qui s'est passé en Europe il y a 80 ans, où il y a eu des déplacements de population considérables. Et qu'il faut qu'on soit vigilant, et on ne l'est pas beaucoup, sur ce qui se passe aujourd'hui autour de la Méditerranée. Et c'est assez fort, parce que de votre histoire personnelle, en fait, vous faites un spectacle qui parle de l'histoire universelle. Mais parler de ma petite personne et de ma petite famille, ça n'a aucun intérêt si ça ne rebondit pas et si ça n'a pas des résonances de ce qui est l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on passe notre vie... Enfin, l'homme bouge tout le temps, quoi. Écoutez, venez voir ce spectacle, hein. Il faut réserver, j'imagine. Oui, il faut réserver, il y a encore des places. Il y a encore quelques places. Au dernier moment, on peut venir au dernier moment. D'accord. Si les gens ne peuvent pas réserver ou n'ont pas envie, ils peuvent venir au dernier moment. Et juste, Philippe prendra aussi la parole entre 18h30 et 19h30, une partie, nous deux, et puis Philippe expliquera aussi, là, ce parcours mémoriel, vraiment aussi... quel rôle ça a joué, ce sujet tabou dans la mémoire et c'est, dans sa famille. Et c'est ça l'intérêt pour nous. C'est une chance unique quand même. On va expliquer combien c'est exceptionnel d'avoir la chance de retrouver des descendants et que les descendants puissent venir ici et marcher. Là, enfin, on vient à l'instant, on redescend à l'instant de près des eaux, à l'instant. Et c'est chargé. Hein. Oui, c'est chargé émotionnellement, j'imagine. Oui, c'est formidable. Mais c'est vraiment des grandes chances. Et je pense que le public est très, très sensible à ça. Et ce qu'on a dit en préparant l'émission, c'est dit, mais on va célébrer la vie et pas la mort. Voilà, donc ça... Hein. Et les habitants de cette vallée magnifique. Voilà. J'ai évidemment aussi dans mes pensées une grande une résonance par rapport à ces montagnes que ma famille adorait d'ailleurs. Hein. Ils étaient fous de montagne. Et la montagne, c'est à la fois un monde aussi qui peut être très hostile et aussi un monde qui est aussi un refuge, quoi. Et dans cette vallée, on le sent très fort. Et j'ai été aussi très touché par la façon dont j'ai perçu la personnalité de Bruno, que je connais pas. Hein. Mais j'ai été un peu gratté un peu sur Internet, puis je vois un peu la philosophie de ce festival. Donc je remercie déjà le festival et Bruno de cette invitation. Et je remercie évidemment Anne et Dominique
sans qui rien de créer ces liens. C'est eux qui ont créé ce lien, quoi. En tout cas, c'est un très beau lien, je trouve, qui est tout à fait cohérent. Juste, moi, j'ai une dernière question, parce qu'après, je crois qu'on a une surprise qui se prépare là-bas sur la place du marché avec... je vous en dis pas plus. Mais je voulais juste savoir, anémoïa, ça veut dire quoi? Une bonne question. Je vous remercie de me la poser. Vous ne savez pas? Non. Anémoïa, c'est la nostalgie d'une époque que l'on n'a pas connue. Oh. Donc c'est assez... Ça veut vraiment dire ça? Oui, ça veut dire ça. Alors c'est du grec ancien. Ah voilà, en grec ancien. C'est du grec ancien. Je ne maîtrise pas très bien le grec ancien, moi non plus, excusez-moi. On me l'a soufflé, ce texte. Et c'est très évocateur de l'atmosphère qu'on peut ressentir par rapport à tout ce dont on parle, en fait. Tout à fait. C'est comment se replonger dans une époque qu'on n'a pas connue, mais qui est pourtant indispensable à... Je pense qu'il y a un vieux proverbe juif qui dit « Si tu veux savoir où tu vas, sache d'où tu viens ». Oui, donc c'était important, donc la boucle est bouclée. D'essayer bien on transmet quelque chose, quoi. Et dans la présentation du spectacle aussi, il est écrit la musique comme passeport des peuples de l'exil. Je trouve que c'est aussi très fort. Vous me l'aviez pas dit, donc non, pas encore. Voilà. Non, mais il se trouve que j'ai un autre trio qui s'appelle le trio Barolo, qui est un trio qui tourne beaucoup, qui est là vraiment un trio de jazz. Mais oui, la musique, c'est le passeport des peuples de l'Iran. Et en plus, il se trouve qu'avec la musique, on gagne beaucoup de temps dans les relations avec les gens. Tout ça à va fait. Très vite. Oui, ça permet de casser peut-être les barrières. Dès qu'on va à l'étranger, on joue, on a des ponts tout de suite. Alors là, je crois qu'une surprise se prépare, non, sur la place du marché. Est-ce que c'est maintenant qu'on va écouter nos choristes? On les écoutera pas? Non? Ah, pas tout de suite. Donc c'est pas grave, on va écouter aussi un artiste qui s'appelle un artiste iranien qui s'appelle Shervin Hajipour, que vous connaissez peut-être, puisque avec des dizaines de millions de vues en très peu de temps, ces paroles évoquent les maux de la société iranienne. Elles sont devenues assez rapidement virales, et puis un peu l'hymne des protestations en Iran. Donc Baraye, cette chanson a été composée et interprétée en septembre 2022, au début des manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini. Donc on va l'écouter tout de suite. Merci Philippe, beaucoup d'être venu partager cette expérience du spectacle. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci Jessica. Merci.